Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup d'être là. On va commencer. On est là ici pour vous parler de sobriété. Ils ont des écouteurs. Hier, RTE a publié un rapport qui actualise son bilan prévisionnel 2023-2035 sur les futurs énergétiques de la France qui sont possibles. Et dans le scénario souhaitable qu'ils identifient, la sobriété est un des 4 piliers pour atteindre les objectifs de décarbonation. Et donc, le plan de sobriété du gouvernement, dont l'acte 2 a été lancé en juin dernier, vient essayer d'atteindre ces objectifs de réduction des consommations d'énergie, qui sont de moins 10% d'ici fin 2024 et de moins 40% en 2050. Dans le cadre de ce plan de sobriété, le gouvernement a missionné le plan bâtiment durable que je représente aujourd'hui pour animer des groupes de travail sur les bâtiments tertiaires et résidentiels et permettre de poursuivre la mobilisation de l'ensemble des acteurs qui se sont considérablement bien mobilisés en 2022-2023 lors de la crise énergétique. L'objectif étant de pérenniser nos actions de sobriété à long terme. On a donc, avec le soutien de l'ADEME, demandé à l'IFPEB et l'OID, donc l'Institut français pour la performance des bâtiments et l'Observatoire de l'immobilier durable, de mener une enquête de terrain pour analyser les freins et les leviers aux actions de sobriété dans les bâtiments tertiaires et ainsi tirer toutes les leçons possibles pour pérenniser et amplifier nos actions de sobriété. Aujourd'hui, donc, Christophe Rodriguez, directeur général de l'IFPEB, et Loïs Moula, directeur général de l'OID, vont nous présenter quelques éléments clés de ce rapport. Et nous accueillons également Magali Saint-Donat, qui est présidente de la commission RSE de l'ADI, l'Association des directeurs immobiliers, et Benjamin Fiquet, du groupe ICAD, et président du groupe de travail sobriété énergétique de la FEI, la Fédération des entreprises immobilières. La FEI et l'ADI ont beaucoup œuvré sur les enjeux de sobriété sur le terrain. Ils ont également piloté le groupe de travail communication au sein des travaux du plan bâtiment durable et vont aujourd'hui nous faire un retour de leur expérience de terrain. Mais j'aimerais tout d'abord revenir sur le rapport qui a été publié il y a 2 jours sur le site du plan bâtiment durable. Loïs, d'abord peut-être, quelle a été la méthode adoptée pour rédiger ce rapport et comment est-ce qu'il a vu le jour ? Bonjour à tous, bonsoir, merci Margot. Avant de partir sur cette question, déjà je voudrais dire que Christophe et moi-même intervenons ici avec beaucoup d'humilité parce que si ce rapport a pu voir le jour, c'est grâce à l'implication d'un certain nombre de personnes à l'ADEME et de nos équipes qui ne sont pas forcément là aujourd'hui mais qui ont beaucoup bossé depuis 9 mois, depuis le mois de février. Et je pense que ces équipes comme nous étaient assez motivées par ce sujet parce que pour les gens qui sont dans le domaine de l'écologie depuis longtemps, eh bien ça fait longtemps qu'on parle de sobriété et ça fait seulement 1 an que le mot de sobriété a été autorisé politiquement. Et lorsqu'on voit les résultats qui ont pu être obtenus en seulement quelques mois, on espère que justement ce type de rapports, ce qu'on a produit, vont permettre de pérenniser les efforts dans le temps. Donc je pense que c'est important de le dire. Et justement, en termes de résultats obtenus, on parle de 9% sur les consommations d'électricité par rapport à une période de référence 2014-2019, si je ne dis pas de bêtises, et 6% sur le gaz, à mettre en corrélation de cet objectif de 10% sur 2 ans. Donc déjà, c'est un gros pas qui a été atteint. Et après, moi aussi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que nous, à l'OID, ça fait 10 ans qu'on observe les consommations énergétiques des bâtiments tertiaires. On est en moyenne sur une démission de moins de 2,2%. Je regardais une étude d'un autre institut ce matin, qui constate également environ 2%. Là, vous vous rendez compte qu'on a fait quand même 9 et 6% en seulement 4 mois. Donc, après 15 ans de politique d'efficacité énergétique. Donc, ça justifie pleinement qu'on s'y intéresse et que ces plans et ces chartes puissent se mettre en œuvre, qu'il y ait une dynamique qui s'amplifie sur la thématique parce qu'elle est
indissociable des plans d'efficacité énergétique si on veut matcher avec les objectifs de la stratégie nationale bas carbone et aussi, vu qu'on parle de tertiaire, du décret tertiaire, qui eux correspondent peu ou prou à moins 3% par an. Voilà. Alors, concernant la méthodologie, donc je réponds enfin à la question, désolé, et je vais aller vite. On a fait une étude quantitative et une étude qualitative sur la base d'un sondage et d'interviews. C'est environ 70 sondages qu'on a reçus et une trentaine d'interviews, essentiellement sur des acteurs détenteurs de bâtiments de bureaux, mais aussi d'autres typologies telles que les commerces ou des centres de logistique. Voilà, pour la manière dont on a fonctionné, pour bien comprendre les différents retours d'expérience, les leviers et opportunités sur les différentes typologies d'actions de sobriété. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est que concernant tous les chiffres, dont ceux que je viens d'évoquer, 9% et 6%, on s'est plutôt adressé donc, aux énergéticiens. Je pense que c'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, on est en 2023. Ça fait quand même 16 ans qu'on parle d'efficacité énergétique et on n'est toujours pas capable de consolider en bottom-up des données énergétiques sur lesquelles on puisse analyser. Alors par échantillonnage, on peut arriver à mettre en exergue quelle action va permettre de faire ci ou ça, mais on est obligé d'avoir des analyses macro. Et c'est d'ailleurs ce que soulève ce rapport, c'est que le sujet de la donnée est encore insuffisamment mal adressé, et je sais que pour autant plein de gens font des efforts dans ce sens-là. Voilà pour mon propos. Merci Margot. Merci beaucoup. Je me tourne vers toi Christophe maintenant. Quelles ont été les recommandations principales qui ont émergé de ce rapport, notamment en termes organisationnels, et quelles sont les recommandations, je dirais, transversales qui viennent soutenir toutes les actions de sobriété qui peuvent être mises en place dans un bâtiment tertiaire? Oui, tout à fait. Donc, ce qui a été assez passionnant là, dans les travaux qui ont été menés, c'est qu'on a réussi à identifier des lignes de force, des choses assez communes. Et notamment les sujets organisationnels et transverses ont été un point qui remontait assez systématiquement. Alors je vais tenter un peu une synthèse de ce qu'on a pu voir au travers des enquêtes menées. Le premier point, là je vais vraiment enfoncer une porte ouverte, il y a beaucoup de choses qui sont liées au bon sens, mais parfois le bon sens n'est pas toujours déployé. Ça a été assez simple, ça a été finalement s'intéresser à sa consommation énergétique, c'est-à-dire combien je consomme. Où est l'information, qui a la bonne facture, voilà, est-ce que c'est fait de façon low-tech en essayant de trouver la facture, on se met autour de la table, ou est-ce que c'est un peu plus digitalisé? Enfin, en tout cas, le grand dénominateur commun, c'est que la sobriété nous a invités à nous demander au fait je consomme combien. Et dans les meilleurs en tout cas, ils sont allés jusqu'à se poser la question du progrès et créer des effets de feedback. Et on se rend compte finalement que quand on donne l'accès à l'information et qu'on crée des effets de feedback tous les mois, par exemple, on a réussi à faire tant de % d'économie, il y a une dynamique collective qui commence à se mettre en marche. Voilà. Donc ça, c'est peut-être le premier item, combien je consomme, et si je mettais l'information à la disposition de tous, et puis si même j'allais encore plus loin, et puis j'essayais de voir si je ne peux pas communiquer les économies qui sont faites. Le deuxième point qui est revenu assez souvent, c'est un aspect organisationnel assez simple qui est, et si on mettait quelqu'un qui est monsieur, madame sobriété? Alors ça, il y a eu quelques écueils qui nous sont remontés. En gros, est-ce que c'est fait parce que dans ta fiche de poste, on dit que c'est pas idiot de rajouter ça discrètement, ça peut passer inaperçu? Est-ce que c'est fait sur la base du volontariat? Est-ce que c'est géré par les gens de la RSE, par les gens de la technique? Parce qu'après tout, pourquoi pas le faire en plus? Et puis on s'est rendu compte que ce qui marchait le mieux, c'était plutôt le volontariat. C'est-à-dire en gros, il y a certaines entreprises qu'on dit est-ce qu'il y a quelqu'un que ça intéresserait de s'impliquer sur ces sujets-là, un peu au-delà de son travail habituel. Et finalement, là où ça a marché le mieux, c'est quand on allait jusqu'à avoir de l'interservice, de l'interentreprise. Bref, on avait le début d'une nouvelle collaboration qui se mettait en place à l'échelle d'une entreprise, voire même entre les différentes parties prenantes, par exemple exploitants, utilisateurs. Et ça, c'est peut-être le dernier message que je voudrais passer, pour rester synthétique, c'est qu'en fait, la sobriété, au début, on a vu ça un peu comme une liste d'actions, et d'ailleurs, on a fait l'exercice de la liste d'actions, mais au final, quand on a dialogué avec le terrain, on a vu qu'il y avait des nouveaux cadres de collaboration, des nouvelles organisations qui se sont mises en place. Et maintenant, la grande question, c'est comment est-ce qu'on va créer une animation, une dynamique et le pérenniser? C'est tout l'enjeu des travaux qu'on a menés. On va essayer de scruter les trucs et astuces pour que ce ne soit pas juste le coup d'éclat fin 2022 et que ça se pérennise dans le temps. Merci. Oui, c'est vraiment intéressant de voir qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en place quelques actions précises pour réduire les consommations, mais c'est une vraie organisation au sein du bâtiment qui doit se mettre en place pour s'assurer de l'impact des actions.
Dans ce rapport, on a aussi ciblé plusieurs actions spécifiques et notamment celle des 19 degrés, du chauffage à 19 degrés dont on a beaucoup entendu parler à l'hiver dernier vu que c'était une mesure phare du plan de sobriété du gouvernement. Loïs, qu'est-ce qui est ressorti dans le rapport sur cette mesure du 19 degrés? Qu'est-ce qui la rend acceptable pour les occupants du bâtiment? Alors, j'aurais du mal à répondre ce qui la rend acceptable, mais et peut-être que Benjamin sera meilleur que moi à cet exercice. En revanche, il est vrai que la mesure de 19 degrés, c'est celle qui se retrouve dans quasi tous les questionnaires de tous les acteurs qui ont pu mettre en place des plans de sobriété. S'il y a une mesure qu'on retrouve systématiquement, c'est celle-ci. Et moi, je trouve qu'elle est intéressante, cette mesure du 19 degrés, pour différentes raisons. La première, c'est qu'on se rend compte qu'elle prend vraiment toute son efficacité lorsqu'elle est bien couplée avec des mesures d'efficacité. C'est-à-dire que pour que une mesure qui consiste à mettre une température de ressenti, non pas une température de consigne à 19 degrés, il faut que votre système de chauffage fonctionne correctement, qu'il soit désemboué et bien équilibré. Donc en fait, derrière cela, c'est des opérations de maintenance qui relèvent plus d'actions d'efficacité énergétique. Et c'est important à souligner. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, dans les différents piliers qui permettent de conduire à faire des économies d'énergie et donc d'aller vers ces objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment, il faut bien arriver à comprendre ce qui relève de l'efficacité, de la sobriété, de la rénovation et voir comment on peut les marier les unes avec les autres. Donc ça, c'était le premier point que je voulais soulever. Après, le deuxième point qui ressort du rapport, c'est que vu que, comme vous vous en doutez, c'est une mesure parfaitement impopulaire, complètement impopulaire d'ailleurs, elle ne peut fonctionner que si, comme le disait Christophe, une organisation est installée autour de manière à accompagner les individus vers ceci. Alors ça peut être de l'organisation, mais ça peut aussi être mettre à disposition des plaids ou ce genre de choses. Et enfin, et c'est là où vous, le plan bâtiment avec l'ADEME et le ministère, vous avez tout votre rôle à jouer, et je crois qu'il y aura une conférence en ce sens au mois d'octobre, si cette mesure a été acceptée, c'est aussi parce qu'il y a une couverture médiatique et gouvernementale très importante autour du plan de sobriété. Donc il ne s'agit plus de sa simple petite personne, c'est un sujet qui relève de la collectivité et il va falloir y aller. Et c'est là où le fait de mettre en place des chartes d'engagement vers la sobriété et d'entretenir la dynamique pluriannuelle permettra de pérenniser ces mesures qui, je pense, font partie de celles qui ont le plus d'impact. Voilà pour ce sujet des 19 degrés. Et après, sur les détails de leur mise en œuvre, je pense que ici, vous avez deux experts et opérateurs, en la personne de Benjamin et Magali, qui vous en parleront bien mieux que moi. Voilà. Merci, on va revenir dessus juste après. Mais j'aimerais rebondir, tu parlais d'actions de sobriété, mais également d'actions d'efficacité énergétique, et parfois la frontière est un peu floue entre les deux. Tous les travaux sur ce rapport ont permis de faire émerger des bouquets d'actions que l'on recommande de mettre en place dans les bâtiments tertiaires. Est-ce que Christophe, tu peux nous parler un petit peu mieux de ces bouquets d'actions ? Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'on aimait bien les fleurs, donc on a proposé des bouquets. Et puis les bouquets, ça peut aussi faciliter le passage à l'action, finalement. Donc en fait, on s'est dit, qu'est-ce qui peut motiver un passage à l'action ? Et donc le premier bouquin, on l'a appelé Quick Win. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une forme d'auto-rentabilité. Et c'est le genre d'action, en fait, une fois qu'on l'a mise en place, on se demande pourquoi on ne l'a pas toujours fait, finalement. Donc c'est ça qui caractérise les Quick Win. On va retrouver notamment les sujets organisationnels, la sensibilisation. Il y a un point qu'on a retrouvé assez souvent, que je mettrais sous le mot savant, intermittence. C'est-à-dire concrètement, quand il y a un local qui est utilisé, c'est normal qu'il soit chauffé, ventilé, éclairé. Par contre, quand il n'est pas utilisé, est-ce normal qu'il soit chauffé, ventilé, éclairé ? Et là, il y a plusieurs approches. La low-tech, des fois, on peut éteindre la lumière quand on sort d'une pièce. Et puis après, il y a des approches un peu plus automatisées. En tout cas, peu importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse de la sobriété, on a vu que les gens traquaient finalement l'utilisation du bâtiment en se disant c'est quand même dommage de chauffer, ventiler, éclairer des locaux qui sont vides. Dans les Quick Win, on a aussi vu beaucoup la notion, encore des mots savants, de recommissioning.
qui est un mot savant pour dire est-ce que toute cette installation technique très sophistiquée marche vraiment? Est-ce que ça vaudrait pas la peine de temps en temps de tout revérifier? Et parfois on découvre des trésors de réglages qui amènent des économies significatives et qui nous demandent pourquoi on ne le faisait pas avant. Et donc voilà, donc au cœur des sujets un petit peu croustillants de systèmes de pilotage, des bags GTB pour les plus sachants, voilà, qui parfois étaient un petit peu désoptimisés, des difficultés à capter de la donnée, avec parfois des enjeux d'interopérabilité. Bon bref, des sujets de réglage, hydraulique, aérolique, enfin voilà, tous ces sujets-là qu'on essayait de mettre en exergue, où parfois les gens nous disaient « j'ai pas la compétence ». On m'a pas formé, on m'a pas passé la commande pour le faire, qui paye, qui s'en occupe. Bref, il y a vraiment ce sujet de ritualiser des moments où on règle toutes ces installations qu'on a mises en place et parfois ça gagne beaucoup d'économies d'énergie. Deuxième rationalité d'action, l'opportunité. C'est-à-dire que j'ai un moment où je peux faire un truc intelligent, pourquoi je ne le ferais pas? Ça peut être une fiche chez 2E, une opportunité de subvention, j'ai un soutien de l'État, pourquoi ne pas le faire? Ça peut être l'obsolescence, la vétusté, mise à niveau réglementaire, on sait qu'il y a le décret BAC, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais bon, il y a un certain nombre de réglementations qui nous invitent à faire des efforts d'efficacité énergétique. Bref, en tout cas, il y a des momentum où on fait des trucs qui n'ont rien à voir avec la sobriété et l'efficacité énergétique. Ce serait dommage de ne pas rajouter un petit paragraphe « et si on faisait un peu de sobriété ?» et si on rendait service à la sobriété en le faisant. Puis enfin, le dernier package, je ne sais plus comment l'appeler, c'est le package champion, non? Ou je ne me rappelle plus. Volontariste. Allez, on va dire champion. Non, le dernier, c'était plutôt une rationalité immobilière. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un calcul de temps de retour quand en fait on repositionne un bâtiment, quand on le rénove? En fait, on travaille vraiment sur un patrimoine, on est sur la dimension fonctionnelle, architecturale, immobilière, la valeur de l'actif. Donc ça n'a pas vraiment de sens de regarder les kilowattheures économisés. Et là, on va avoir évidemment la sobriété intrinsèque, on va travailler sur l'enveloppe du bâtiment, on va faire des travaux qui sont un peu plus conséquents. Et donc là, le calcul d'économie d'énergie ne fait plus vraiment sens. On est en train de redonner vie à un bâtiment, une nouvelle vie peut-être. Et on a vu des gens le faire, et là on les a appelés les plus courageux, les champions. Bon, bref, c'est le dernier bouquet. Voilà, donc on a proposé tout ça dans le rapport, je vous invite à le découvrir, c'est assez sympa. Merci beaucoup, ça illustre bien comment du simple geste de sobriété jusqu'à la rénovation d'un bâtiment, on a tout un continuum d'actions que l'on peut mettre en place et qui participent à la réduction des consommations. Je me tourne maintenant vers vous, Magali et Benjamin, qui avez mis en place ces actions et accompagné des structures pour mettre en place ces actions. Ma première question pour vous deux, peut-être Magali d'abord, c'est quels ont été les outils et les structures mises en place pour justement, comme on le disait tout à l'heure, apporter cette structuration, cette fondation à la mise en place des actions de sobriété? Bonjour. Alors, en tant qu'association professionnelle, on a déjà essayé de mobiliser nos membres. Donc, pour les mobiliser et pour leur donner des outils pour se mobiliser et surtout toucher leurs occupants. Parce qu'on a parlé de différentes mesures et il est clair que les mesures les plus efficaces sont les plus difficiles à mettre en place d'un point de vue acceptabilité. Donc, il a fallu... nos membres sont assez conscients. L'ADI n'a pas attendu l'hiver dernier pour se mobiliser. La commission RSE, elle existe depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, on laboure régulièrement le terrain, que ce soit en termes d'efficacité énergétique, de sobriété, de biodiversité, etc. Mais là, bon, il y a eu le caractère d'urgence. Donc, on a un petit peu capitalisé sur tout ce qu'on avait fait. On a fait un guide pour nos membres qui est disponible normalement sur le site du plan bâtiment durable, puisqu'on l'a mis à disposition un peu plus large que nos membres, mais en non reproductible. Vous pouvez juste le visualiser. Et des outils de communication, des affiches, des autocollants qu'on peut coller à certains endroits, etc. Donc on a aussi participé à différents groupes de travail, dont les groupes de travail pilotés par le plan bâtiment durable et dont on parle aujourd'hui, donc le GTCOM. Et l'idée, c'était vraiment de battre le rappel auprès de nos membres et de leur dire, bon, voilà quelques outils pour des quick wins ou des victoires rapides, et puis éventuellement pour vous mobiliser sur le plus long terme. Donc non seulement on a fait ce guide pour capitaliser sur ce qu'on avait fait, mais on a aussi des livrets qu'on a déjà publiés pour les accompagner dans le déploiement du décret tertiaire. Et tout ça est quand même éminemment lié. Donc voilà ce qu'on a fait dans un premier temps.
Merci beaucoup. Benjamin, est-ce que c'est le même type d'action qui a été mis en place côté FEI? Oui, pour la FEI, on s'est dit assez rapidement qu'on n'y arriverait pas seul. Et n'y arriver pas seul, c'est considérer l'ensemble de notre filière et des acteurs qui constituent la filière. Et on s'est dit que pour y parvenir, à l'urgence qui était celle d'une faiblesse annoncée de fourniture d'énergie, qui était l'urgence d'un prix de l'énergie où chaque radiateur c'était 10 € qui partait et qui s'envolait, il fallait rompre avec nos pratiques usuelles de travailler au sein de notre filière, mais de travailler au sein de l'écosystème et de partager, de se concerter et d'organiser une concertation large avec l'ADI, profiter de tout le travail important qui a été fait par l'ADI sur le guide utilisateur, travailler avec le syndicat professionnel de la maintenance, leur dire on se réveille et on va travailler ensemble, travailler avec la PROMA, les property managers, travailler avec les investisseurs, bref, réunir toute la chaîne de valeur que constitue notre filière de l'immobilier pour mettre en place des actions coordonnées, communes, au service de l'utilisateur final et leur proposer finalement une action de squad et une action qui permette de satisfaire à l'urgence. Il fallait faire cela et au sein de la FEI, on a été extrêmement attentif justement à obtenir ce dialogue entre chaque acteur pour qu'on puisse avoir une expression claire vis-à-vis de nos parties prenantes et notamment vis-à-vis des représentants du personnel à qui pour la première fois on allait annoncer la mise en œuvre d'une saisonnalité et une expression d'une saisonnalité forte. Le point d'équilibre à 21-22 degrés, qui était un point d'équilibre chacun pouvait accepter, dire on va aller vers du 19 degrés et du 26, la sobriété d'été aussi, qui tangente finalement avec l'insatisfaction de confort. Et cela, on ne pouvait le faire que dans l'expression vis-à-vis des représentants du personnel, avec l'accord des chefs d'établissement convaincus de le faire pour des raisons d'urgence nationale, pour des raisons économiques. Et les IRP, finalement, on a dû leur montrer un front uni d'une filière de l'immobilier, que ce soit la direction d'environnement de travail, les représentants des propriétaires, représentants des facility managers, représentants des gestionnaires, qui ont montré que l'inquiétude pouvait être exprimée, mais finalement, on s'est coordonné, on s'est organisé pour pouvoir faire face et mettre en place les mesures qui permettent de rendre cette sobriété acceptable et avec l'intuition et la volonté qu'elle soit pérennisée dans le temps. Donc la concertation a été un outil tout à fait essentiel pour éviter finalement d'avoir un front social qui se hisse et des collaborateurs au sein de l'environnement de travail qui viennent tout juste de revenir au travail, qui s'érigent et qui nous renvoie finalement à notre réalité de l'incapacité à satisfaire une certaine forme de saisonnalité qu'on doit aujourd'hui installer. Et du coup, puisqu'on parle d'acceptabilité de ces mesures et de la mise en place de cette structure, que pensez-vous de la mesure du 19 degrés? Le 19. Comment elle a été mise acceptée en place? Est-ce qu'elle a été acceptée? Alors le 19, c'est la saisonnalité. C'est-à-dire que le 19, ça fait 10 ans, des années qu'on est sur du 21.2, norme européenne du confort intérieur, 21.2, toutes les normes NF 15251 qui fixe à 12.1 le confort intérieur. Le 19-20, il ne peut se traiter en termes de confort que si on ne considère pas simplement le critère de température, mais des critères d'hygrométrie et de renouvellement d'air. Donc là, on interroge l'AFM en disant, au fait, tu contrôles l'hygrométrie et le renouvellement d'air de Quesaco. Donc là, problème. Donc là, on les a tous réalignés en termes de montée en compétence, de dire un confort intérieur à 19 degrés, c'est un certain critère d'hygrométrie et de renouvellement d'air. C'est là où le dialogue et la concertation avec le CIPMI a été essentiel. On s'est dit finalement, la saisonnalité, c'est avoir un regard sur l'alimentation, l'habillement et le bouger. C'est-à-dire à 19 degrés se vit bien si effectivement on adopte une alimentation qui est saisonnière, c'est-à-dire qu'on mange le matin, on bouge, on s'habille différemment qu'en plein été, alors que moi je suis en costume et je m'habille comme cela, que ce soit été comme hiver. Et non, on a vu apparaître des doudounes sans manches, et c'était accepté. On a vu apparaître des mitaines, on a vu apparaître
une tenue adaptée à la saison. Comme l'été dernier, on a vu apparaître à 26 degrés, et c'est tout aussi difficile que d'avoir du 26 degrés, dans lequel si on n'a pas un renouvellement d'air qui est bien piloté, tout le monde étouffe. Donc on s'habille léger, on mange léger, on bouge moins, et là on accepte. Donc il a fallu jouer sur plusieurs leviers, pas simplement le volet du 19 degrés, mais finalement adopter une pratique saisonnière de l'usage immobilier. Ça a été également évoqué par le guide de l'ADI. Et cela, ça ne se fait pas sans monter en compétence, sans concertation et sans explication, parce qu'on n'est pas tous égaux. Moi, je génère du 80 watts à l'heure. Ma voisine va plutôt générer du 50 watts. Et donc, il faut accepter d'aller écouter au cas par cas, avec humilité, chaque utilisateur, voir comment on peut le satisfaire et comment on peut mettre en place en fait, un accompagnement pour qu'il puisse soutenir cette saisonnalité, mais finalement qui doit s'installer de manière assez simple et assez régulière, de la même manière qu'on a appris à voir qu'on mangeait des légumes de saison, qu'on a appris à s'habiller différemment, et autres. C'est pareil pour le bureau. Adoptons cette saisonnalité. Je crois que c'est un des défis de notre acte 2, que de voir comment, même si au-delà de l'urgence d'une absence de fourniture électrique, de l'urgence d'un prix de l'énergie qui s'envole, finalement, on adopte de manière très simple des pratiques qui peuvent être pérennes. Merci. Magali, est-ce que c'est le même son de cloche côté ADI? Alors, ça n'a pas été finalement... Ça a râlé, c'est sûr. Mais ça n'a pas été finalement si difficile parce que, comme l'a souligné Loïc, on a eu beaucoup de communication, beaucoup de communication grand public qui nous a bien aidés, qui a fait peur, etc. Donc, bon. Par contre, on a constaté deux choses. C'est les gens nous interrogent, mais ça va être encore comme ça cet hiver? Parce qu'ils ont cru que ça serait qu'un coup, voilà. Donc on a tous brillamment, par une collaboration du consommateur jusqu'au producteur, on a réussi à passer cet hiver sans même un jour éco-watt rouge. Donc, et pourtant on a eu des jours froids. Donc très bien, bravo à tous. Mais non, l'enjeu aujourd'hui, c'est pas le coup d'éclat de l'hiver dernier, c'est de faire ça tous les ans. Donc quand on commence à dire aux représentants du personnel et aux salariés ah non, mais c'est comme ça maintenant tout le temps. Et puis d'ailleurs, vous le savez peut-être pas ou vous l'avez peut-être oublié, mais vos ancêtres, c'était comme ça qu'ils vivaient. Enfin, vous lisez des romans du 19e siècle, les fonctionnaires, puisque ça a été la grande période de développement du fonctionnariat, des grands bureaux d'État, etc., ils avaient tous des mitaines. Ils étaient tous très bien habillés et je pense qu'ils n'avaient même pas 19 dans leur bureau. Donc voilà, il y a ça. Et puis l'autre chose qui est un peu délicate à faire comprendre, c'est quand on dit 19-26, ça veut dire qu'il ne se passe rien entre les deux. Donc c'est la grande variabilité de la température qui va au-delà du saisonnier. C'est-à-dire que même en plein été, comme on a eu au mois de juillet, il peut y avoir des périodes fraîches. Et donc là, il retombe à 19. Et ils ne comprennent pas. Ils disent, mais vous avez mis la clim, c'est pas possible. Je dis, non. Donc il faut réexpliquer, énormément expliquer, que entre 19 et 26, on ne fait rien. On ventile, mais on ne chauffe pas et on ne refroidit pas. Et ça, c'est un peu difficile. Ça peut être pris comme une perte de maîtrise. Donc il faut vraiment l'expliquer. Les gens ont vraiment du mal. Mais ça va être notre tâche de ces prochaines années, parce qu'encore une fois, ce n'est pas que pour l'hiver 2022-2023. Il faut pérenniser ces bonnes habitudes, il faut pérenniser ces bonnes pratiques, y compris chez soi. Et c'est pas gagné. Voilà. Justement, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de pérenniser les actions de sobriété. Si on veut atteindre les objectifs de décarbonation, il ne faut pas juste réduire temporairement nos consommations parce qu'on a une crise énergétique, mais bien les inscrire dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour s'assurer que ces actions sont maintenues? Benjamin, maintenir la concertation. Tous les outils qui ont été développés en commun, je pense à la fiche EcoWatt, qui était une fiche, en fait, on a adopté un vocabulaire commun, donc on a listé des actions communes qui étaient acceptables par l'ADI, acceptables par l'association des directeurs environnement de travail, comprises par ceux qui allaient mettre en œuvre ces actions. Et ce vocabulaire commun, ce dictionnaire des actions de sobriété, il va persister. Et on va le réitérer cette année en faisant un retour d'expérience. Et c'est le fruit de la concertation. Et c'est aussi
le message envoyé par la fédération, enfin la FEI, la Fédération d'entreprises de l'immobilier, des retours d'expérience continus, et chaque membre a pu faire part des bonnes actions, des bonnes pratiques qu'on va pérenniser. L'acte 2, c'est comment on va au-delà. Alors ça, c'est effectivement au-delà de l'urgence et comment on répond au signal EcoWatt, réitérer le message d'information, de pédagogie en amont, réitérer l'engagement des chefs d'établissement à leur dire oui, on repasse à un mode sobriété, repasser devant les représentants du personnel, les rassurer. On continue, on réitère, on continue et on poursuit avec les mesures d'adaptation qui ont été proposées et qui se sont avérées effectivement efficaces pour accepter cela. Et le défi second, c'est également de pérenniser les actions de retour d'information à l'utilisateur final. Rendre compte, remercier des actions, de dire oui, ça a été efficace, oui, ça a été utile dans telle proportion, ça a été utile dans telle efficacité. Quand on demande un effort, mais on veut la reconnaissance de cet effort. Et je crois que le défi de la séquence des 3 prochaines semaines, ça va être de faire du reporting auprès des opérationnels, de leur dire oui, on a atteint 10, on va continuer à atteindre 10, voire au-delà. Et se rendre compte là, ça va être l'effort qu'on doit avoir, qui va permettre de remobiliser tout le monde, de remobiliser l'ensemble de la filière, l'ensemble des acteurs, pour démarrer dès la saison de chauffe, le 15 octobre, et être prêt à agir. Et ça se prépare dès maintenant. La communication est effectivement tout à fait clé. Je pense qu'on a tous beaucoup insisté là-dessus. Effectivement, apporter la preuve qu'on a fait des économies d'énergie. Moi, j'ai été confrontée à certains représentants du personnel qui me disaient mais bon, la température quand même, vous exagérez, c'est inconfortable et puis ça rapporte rien. Je dis ben si. C'est l'action qui rapporte le plus. Donc, mais il fallait leur montrer, leur prouver. Et donc ça, avec quelques graphiques bien faits, on arrive à leur montrer. Je pense que maintenant, il faut non seulement maintenir ça, mais il faut continuer à aller gratter d'autres usages. Et puis, il faut aussi, je pense que les entreprises maintenant immobilières l'ont fait, c'est avoir des plans un peu plus long terme pour aller là faire des investissements un peu plus lourds et des modifications majeures des bâtiments pour aller gratter au moins autant que ce que nous a permis de gratter le 19 degrés. Mais après, il faut maintenir aussi la mobilisation des occupants avec des petits gestes qui sont à leurs mains. Alors, qui payent peut-être, qui payent certainement pas autant que le 19 degrés, mais qui payent quand même un peu. Attirer leur attention sur la sobriété numérique. C'est quand même un chantier majeur. Parce que même si à leur échelle c'est peu, à l'échelle de la planète c'est beaucoup. Les data centers sont des gouffres à énergie terribles et plus on utilisera des usages compliqués, l'intelligence artificielle, des logiciels compliqués, beaucoup de vidéos, beaucoup d'images, etc., on accroît considérablement les consommations. Il y a des petits gestes aussi auxquels ils ne pensent même plus. C'est la bouilloire électrique. Parce qu'ils veulent leur petit thé sur leur bureau. La bouilloire électrique, elle fait 2 kW de puissance. Ça fait des méchantes pointes quand c'est multiplié par des dizaines, voire des centaines de milliers. Donc ça, c'est des choses, en plus, sans compter les risques que ça peut générer par ailleurs. Risque incendie ou risque sanitaire. Mais il faut oser communiquer aussi sur ces choses-là, qui aideront aussi quelque part à que les gens ne se focalisent pas que sur le 19 degrés et montrer qu'on a tout un tas de gestes qu'on peut faire à notre main, même dans des bâtiments super automatisés et optimisés. Merci beaucoup. Mobiliser dans la durée, c'est vraiment tout l'enjeu aujourd'hui. C'est en ce sens que le plan bâtiment durable, à la suite du rapport dont on vient de parler et dont on vient d'exposer les principales recommandations, c'est à la suite de ce rapport que le plan bâtiment durable a lancé une démarche de charte d'engagement volontaire. L'objectif étant de solliciter l'ensemble des acteurs de l'immobilier tertiaire à poursuivre leur mobilisation et leurs efforts de sobriété, à venir partager leurs expériences avec tous les autres signataires de la charte et à suivre les actions chaque année pour savoir ce qui est mis en place, qu'est-ce qui freine et quels sont les impacts.
Ces chartes d'engagement volontaire, dont notamment l'ADI et la FUI ont manifesté l'intention de la signer, elle est ouverte à la signature de l'ensemble des acteurs de l'immobilier tertiaire. Et un événement de signature aura lieu en octobre en présence de la ministre de la Transition énergétique. Une date à préciser. Non, ce n'est pas une avant-première. Tout le monde attend la date avec beaucoup d'impatience. Et vous l'aurez très rapidement. Et en attendant, je vous propose peut-être d'avoir chacun une petite phrase comme conclusion avant qu'on passe aux questions. Loïs, peut-être d'abord. Merci Christophe. Oui, moi j'ai révisé ma copie avant de venir et j'ai bien relu l'édito de Madame Pannier-Runacher. Et elle écrit « Il faut passer d'une sobriété d'urgence à une sobriété structurelle ». C'est bien là tout l'enjeu. Et en fait, ce qui permet de passer d'une sobriété d'urgence dos au mur à une sobriété structurelle, c'est le changement de notre rapport au confort. Donc tout notre imaginaire autour du confort pour grande partie aussi. Et donc je pense que justement pour la pérennité, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait dans ce rapport, on a invité des sociologues à nous aider à analyser un petit peu les différents retours d'expérience. Et ce rapport au confort, en fait, j'ai même envie d'élargir à tous les pans écologiques. Dans le sens où aujourd'hui, on parle de sobriété énergétique. J'ai bien lu dans le rapport que cette sobriété énergétique contribue à la résilience énergétique du pays. Si on élargit le sujet de la sobriété aussi à la sobriété d'utilisation des ressources, hashtag bas carbone, économie circulaire, sobriété foncière, en rapport à l'artificialisation et aux problématiques de biodiversité, en fait, c'est un petit peu notre rapport à la société qu'il faut réinterroger. Et c'est là où les pouvoirs publics, comme ça l'a été souligné cette année, ont vraiment un rôle à jouer. C'est-à-dire que depuis 15 ans, on n'envisage dans les discours politiques et publics l'amélioration énergétique du parc et sa décarbonation que presque par la rénovation et les actions d'efficacité énergétique. Et on voit bien qu'on n'y arrivera pas sans les actions de sobriété. Donc il y a une responsabilité des gouvernants, je pense, à mettre en valeur ce rôle très important qu'il y a de changement des comportements dans le fait d'arriver à atteindre les objectifs. Moi, ça me semble complètement aberrant d'entendre encore des gens qui disent « Ah bon, il va falloir encore faire ça l'hiver prochain », alors qu'ils passent leur journée à lire des news qui leur disent « Changement climatique, urgence, sécheresse, etc. » Ça me paraît complètement improbable. Voilà. Donc c'était mon point. Et aussi, je pense que le travail qu'on fait sur le résidentiel, dont un rapport sortira en novembre, il contribuera. Parce que ce rapport au confort, en fait, il dépasse complètement le champ de la sphère professionnelle. Il s'introduit aussi à la maison. Je crois qu'il y avait un très bon rapport qui avait été fait par l'IFEB il y a quelques années sur la porosité pro-perso des comportements. Et voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Magali ? Bah, je pense que Loïs a à peu près tout dit. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience du grand public. Donc, je crois que nous, on est tous des professionnels qui baignons dans ce sujet de sobriété. Mais il faut se rendre compte, si vous discutez autour de vous, vous vous rendrez compte qu'il y a finalement peu de gens qui ont un degré de conscience fort des enjeux climatiques et des enjeux de pénurie d'énergie ou de ressources. Il y en a très 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 peu, et particulièrement chez les jeunes. Contrairement à ce qu'on entend dans certains médias, c'est pas parmi les populations les plus engagées. Il y en a beaucoup, ils savent tout juste que le changement climatique, ça existe, quoi. Donc il faut vraiment arriver à avoir cette mobilisation. Et je commence à avoir un certain âge, donc j'ai l'expérience du passé. Et pour moi, il n'y a jamais eu de grande campagne qui mobilisait les gens sur l'efficacité énergétique depuis la chasse au gaspillage. Donc, même moi, j'étais pas bien grande, mais voilà. Donc, vous vous rendez compte, il n'y a pas eu de grande mobilisation. Il y a eu des messages posés par l'ADEME, mais qui étaient trop
trop soft, trop gentil, etc. Mais il faut vraiment cette mobilisation qu'on a eue l'hiver dernier, parce qu'on a fait peur à tout le monde en disant on va se retrouver dans le noir, etc. Donc il faut arriver à dire que c'est pas forcément que des critères exceptionnels qui font que on va avoir des problèmes d'énergie. C'est quelque chose de durable et il faut se mettre dans l'idée qu'il faut avoir des actions durables et il faut vraiment faire une communication hyper active et un peu agressive. Merci Magali. De plus en plus dur. Je tentais de dire un truc original. Oui ou non, je dirais juste que sur la sobriété, on a quand même parcouru un chemin assez incroyable. Il y a quelques années, c'était un truc de Amish quand même, la sobriété. Et maintenant, c'est le terme de bouclage de la transition environnementale. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais à chaque fois qu'on a des démarches de planification écologique, là, la direction RSE du pays utilise quand même la sobriété comme le terme de bouclage, quoi, hein. Pareil, je ne sais pas si vous avez assisté à la conférence de presse d'RTE d'hier, qui a duré 3 heures quand même, qui était un peu longue, mais à nouveau, on voit que la sobriété, c'est quand même bien pratique pour réussir à boucler l'équation et dire on y arrive jusqu'à 2030, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que la sobriété qu'on a appris un peu quand même dans la douleur, parce qu'on n'avait pas trop le choix, puis certains la vivent depuis longtemps, hein. D'autres étaient dans l'ébriété, donc ils ont vu que ça faisait des économies d'énergie. Bah ça va devenir un levier un peu incontournable, et je signalerai juste quand même, parce que je trouve ça assez courageux, on verra si on arrive à le pérenniser, que la France est l'un des rares pays en Europe à ne pas appliquer le principe de primauté de l'efficacité énergétique et d'avoir ancré dans la politique publique la sobriété. C'est-à-dire que nous, la sobriété, c'est carrément ancré dans la politique publique aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, qu'à cela ne tienne, j'espère qu'on va réussir à pérenniser tout ça, sinon on aura un petit souci, il va falloir refaire nos calculs. Merci. Je vais ne pas changer ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le facteur de succès dans les temps qu'on traverse, c'est le dialogue, la concertation, que la FEI a toujours favorisé le dialogue au sein des acteurs de la fédération, et aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique plus collective qu'est la filière de l'immobilier, avec et en organisant le dialogue au sein des différents acteurs, avec un vocabulaire commun. C'est mieux qu'en dialogue de se comprendre. Et je crois que l'année dernière, on a réussi à se comprendre et ça a été facteur de succès. Que ce dialogue, il s'anime sur la question de la sobriété énergétique, sur la question de la flexibilité, mais qu'il est aussi facteur de succès sur les autres thématiques qu'on a évoquées, sur l'économie circulaire, sur les déplacements, sur l'alimentation, et que la FEI, en rendant compte justement de ces succès, en étant acteur d'un dialogue construit entre les acteurs de la filière, permettra justement d'être très loin dans le combat qu'on mène sur la lutte contre le changement climatique, d'une urgence qui est aujourd'hui effectivement qui se vit au jour le jour et qui est une réalité en tout cas de nos organisations, une réalité pour les investisseurs que nous sommes et au service, et on est fiers d'être un grand serviteur de ces causes au sein de la FEI et voilà, fiers de pouvoir collaborer et contribuer, être ensemble réunis. Donc on signera la charte, on est tous mobilisés parce que finalement c'est bien de donner un signal fort à un moment donné réunis et qu'on puisse poursuivre ensemble toutes les actions qu'on a été prises l'année dernière. Merci beaucoup. Et j'invite tous ceux qui veulent approfondir le sujet à se rendre sur le site du plan bâtiment durable pour consulter le rapport sur la pérennisation des actions de sobriété. Merci beaucoup à vous tous. Merci Margot. Merci d'avoir été là, tous, jusqu'au bout. On a peut-être le temps pour une seule question, s'il y en a une. On est pile dans les temps. Ah. D'accord. Merci. Dans ce rapport ou dans le retour d'expérience que vous avez, est-ce que vous avez identifié, imaginé des nouveaux aspects de conception des nouveaux bâtiments qui seraient facilitateurs, enfin qui seraient précurseurs pour améliorer justement la sobriété du type l'eau chaude, etc. Enfin voilà, tout ce qu'on peut. C'est un peu comme une voiture. On a appris on a découvert qu'on avait un frein et un accélérateur. Alors avoir un frein et un accélérateur, c'est bien. Mais avoir un compteur, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'on a des bâtiments dans lesquels, autant dans l'automobile,
ça y est, on a une jauge de carburant, on a un compte tour, on a un compte vitesse dans le bâtiment, on l'a pas. Et on a compris que, en plus d'un frein et d'un accélérateur, il fallait avoir un compteur. Et donc, on a inscrit, et ça c'est aussi du rapport de la Commission de régulation de l'énergie, appris dans la conception que dans la réglementation environnementale, on pouvait dans la conception avoir un tableau de bord commun, concerté, qui permet justement de voir que quand on freine ou quand on accélère, on en a le résultat immédiat. Et qu'on sait à quelle mesure on peut accélérer ou freiner. Et ça, dans la conception, c'est un sujet qui n'était pas adressé. La qualité de pilotage d'un bâtiment, c'était absolument pas adressé dans la réglementation environnementale. Parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le sujet. Je pense qu'on a encore on n'est pas loin de le faire, mais on n'est pas loin d'intégrer comme quoi le pilotage, la qualité de pilotage est une qualité importante, intrinsèque, dans la conception du bâtiment, parce qu'elle est facteur de progrès à 10 à 20%. La sobriété, c'est sans investissement. On a juste appris et accéléré. Donc ça, c'est un point en tout cas que moi je me félicite de voir apparaître, de voir reconnaître dans la réglementation. Maintenant, à nous de laisser. Ça, c'est en prévision du match de ce soir. Ça, faut aller au bout. Oui. Merci beaucoup. Ouais, dans le décret, mais dans la RE, on l'a loupé. On a loupé la marge dans la RE. On l'a loupé dans la RE. Oui, il y avait peut-être autre chose dans la RE. Je pense qu'on peut clôturer ce temps d'échange. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.